Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des interviews Skill to Sell. Après une longue période d'absence, je suis de retour et aujourd'hui, je vais vous parler, je suis heureux d'accueillir quelqu'un qui a un sujet qui va parler à tous les Français, du plus petit au plus grand des Français. Même le président Macron est concerné. Donc je me dis que j'ai beaucoup de chance de l'avoir et que potentiellement, ça sera un des épisodes avec le plus de vues. Salut Sébastien. Bonjour François-Joseph, merci de m'accueillir. Donc, on va parler de la déclaration d'impôt, ce fameux sujet qui arrive dans nos boîtes aux lettres et nos espaces de déclaration en ligne dans quelques jours. Vu que je crois qu'on enregistre le 24 mars, la campagne commencera le 1er avril, si ma mémoire est bonne. Et ben écoute, c'est pas un sujet facile, c'est pas un sujet qu'on aime, mais c'est un sujet qui est à traiter. Donc, je te propose de nous expliquer un petit peu comment tu le traites, comment tu aides les personnes à le traiter et comment tu en es arrivé à avoir envie de traiter cette problématique. Et avant tout ça, je te propose de revenir un petit peu sur ton parcours et de nous expliquer qui tu es et qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ce sujet hautement intéressant qu'est la déclaration d'impôt de tous les Français. Oui, très bien, merci. Déjà, je suis, pas du tout fiscaliste à la base, hein, donc la déclaration d'impôt, ça me passe un petit peu au-dessus, hein, comme beaucoup de personnes. Moi, je suis, ingénieur en cybersécurité de formation, donc j'ai fait toute ma carrière dans On ce voit pas trop le domaine-là. rapport quand même comme ça. Exactement, il y a pas de rapport. Par contre, il y a un petit rapport quand même, c'est que j'aime bien les investissements, j'en fais de mon côté. Je m'intéresse beaucoup au sujet, et en fait, j'ai décidé, en fait, il y a quelques années, de créer une chaîne YouTube, qui s'appelait Question Bourse, à l'époque, sur lequel je parlais principalement d'investissement et notamment d'investissement en bourse. Et comme toutes les chaînes YouTube, je cherche des sujets qui ne sont pas encore traités par d'autres personnes, qui peuvent intéresser donc du coup les, les personnes qui souhaitent regarder la chaîne. Et en fait, personne ne traitait le sujet de la déclaration d'impôt. Pourtant, c'est quand même un sujet qui est très important pour les investisseurs. Et je me suis plongé un petit peu dans tout ça, dans le code général des impôts. J'ai essayé de comprendre Passionnant, le code un petit général des impôts. Ouais, c'est assez imbitable, hein, on est d'accord. Et donc du coup, j'ai fait des vidéos sur le sujet, où j'ai expliqué, comment déclarer, ses impôts quand on faisait des investissements en bourse. Et là, en fait, ça a connu un grand succès parce qu'en fait, beaucoup de personnes m'ont dit: «Mais en fait, c'est incroyable, personne ne traite ce sujet, enfin quelqu'un qui en parle». Et donc il y a eu beaucoup de personnes intéressées dessus. Et je me suis dit: «OK, là, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire, par rapport à ça». Donc je me suis dit: «Bon, je vais essayer d'aller un petit cran plus loin et je vais aider les gens, à déclarer leurs impôts». Donc j'ai créé un petit fichier, Excel, à l'époque, qui permettait de pouvoir, simplifier, en fait, la déclaration d'impôts. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui font des investissements sur des plateformes en ligne, parce que c'est devenu très simple maintenant, hein, avec, tout bon, je vais pas citer de nom, mais bon, il y a beaucoup de fintech qui existent aujourd'hui. Donc en quelques minutes, on a pu se créer un compte, on a pu acheter des actions, de l'or, des cryptos. Mais derrière, en fait, personne n'avait anticipé la complexité fiscale derrière. Donc c'est pour ça que j'avais créé ce petit logiciel Excel pour les aider. Donc notamment sur les plateformes étrangères, en général, les personnes reçoivent un rapport annuel, mais derrière, ça ne correspond absolument pas à la déclaration française. On ne peut rien en faire. Il faut tout recalculer par soi-même, il faut faire les taux de change. Enfin bref, c'est juste un vrai cauchemar. Et donc, du coup, ce petit fichier permettait de les aider. Et en fait, dès que j'ai sorti ça, il y a eu 240 clients tout de suite qui ont été intéressés, donc qui ont acheté ce petit logiciel. Je me suis dit, OK, bon, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer une société, Declared, pour pouvoir faire un logiciel beaucoup plus complexe et beaucoup plus utile pour les personnes, pour les aider à leur déclaration. Si je résume, en tout cas, tu vas me dire si je me trompe. En gros, ce que fait ce logiciel, c'est qu'il recrée un IFU virtuel par rapport à des investissements qui ne rentrent pas dans les cases traditionnelles des sociétés et des partenaires qui te fournissent un imprimé fiscal unique pour donner la, la- la déclinaison exacte. C'est ça? Oui, c'est ça. En gros, en France, les courtiers, les banques, les assurances, ont l'obligation de générer ce qu'on appelle un IFU, un imprimé fiscal unique, qui récapitule en fait l'ensemble des informations, de déclaration, par rapport aux investissements du client. Et cet imprimé fiscal unique permet ensuite aux particuliers de pouvoir recopier dans les bonnes cases sur le site des impôts.
Alors déjà, première chose, l'imprimé fiscal unique ne dispense pas en fait le particulier de revérifier les informations, parce que s'il y a une erreur, si le courtier ou la banque a fait une erreur, eh bien c'est le particulier qui assume les conséquences. Et deuxièmement, donc la partie les parties courtiers à l'étranger, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui font des investissements sur les courtiers étrangers, eh bien ces courtiers étrangers ne délivrent pas d'IFU. Et donc, eh bien, par rapport à ça, nous, en fait, sur la plateforme, on prend toutes ces informations, les IFU français, mais également les rapports annuels étrangers. On va extraire toutes les bonnes informations, recalculer tout ce qu'il faut par rapport à la réglementation française, pour ensuite pouvoir bien générer donc un pseudo IFU. En fait, ce qu'on va donner au client, c'est eh bien toutes les cases à remplir avec quel montant, quelle valeur il faut mettre dans chaque case. Et ensuite, le client n'a plus qu'à recopier sur son espace personnel, sur son site des impôts. C'est quoi le business model? Alors aujourd'hui, on s'adresse aux particuliers, donc c'est du B2C, aux particuliers français. Maintenant, on a aussi vocation, on est en train de développer ça, de, d'aller adresser les conseillers en gestion de patrimoine, les avocats fiscalistes, les experts comptables ou les éditeurs de logiciels qui font déjà la déclaration pour leurs clients. Donc, leur proposer Declared en marque blanche, eh bien, pour des cas que eux ne savent pas gérer. Donc, par exemple, le conseiller en gestion de patrimoine, lui, il a plutôt l'habitude de gérer des assurances vie, un petit peu d'immobilier avec ses clients, parce que c'est très français. Mais aujourd'hui, les personnes diversifient de plus en plus, notamment, comme je disais, sur des plateformes étrangères, sur des types d'actifs différents. Et aujourd'hui, les conseillers en gestion de patrimoine, je pense qu'ils sont un petit peu démunis face à tout ça, au sens où ils vont récupérer les rapports de leurs clients, ils ne savent pas quoi en faire, comment le déclarer, tout ça, par rapport sur le site des impôts. Donc, Declarat permettrait, en fait, de pouvoir générer la déclaration pour leurs clients et donc de refacturer après derrière leurs prestations. Comment tu es passé de salarié à chef d'entreprise? Tu as eu une période où tu as fait les 2. Qu'est-ce qui a été le point qui a fait pivoter de l'un vers l'autre? Ouais, bah, il y a plusieurs modèles, hein. Donc, soit en effet, on décide de quitter son entreprise, le salariat, et puis derrière, en général, passer par une phase de chômage ou pas, pour ensuite prendre fonction dans l'entreprise. Moi, j'ai décidé de tester un petit peu le modèle avant de quitter complètement le modèle du salariat. Du coup, il y a eu une période en effet où j'étais à la fois chef d'entreprise et à la fois salarié. Donc, c'est pas forcément facile à gérer tous les jours. Donc, je me suis mis à temps partiel pour gérer ça. Et donc, il a fallu gérer en fait les deux casquettes, avec forcément une charge de travail supplémentaire, hein, sur le soir, sur le week-end, pour pouvoir assumer les deux fonctions. Il y a eu des impacts sur ta vie perso de ce changement? Alors, c'est forcément, il faut qu'il y ait une acceptation quand même d'un point de vue familial, au sens où c'est quand on commence à travailler le soir et le week-end, oui, ça mord de toute façon sur la vie familiale. Donc, si voilà, faut qu'il y ait une discussion préalable par rapport à ça, sinon en effet, ça peut mal se passer. Il y a pas mal d'entrepreneurs pour qui, en effet, les situations sont un peu tendues. On est d'accord. Qu'est-ce que tu as offert en contrepartie justement de cette implication, spéciale pour que ce projet soit bien vécu familialement? Bah, de dégager en fait des temps, qui soient vraiment consacrés à la famille, et après moi je me prends des temps qui sont vraiment plus consacrés d'un point de vue professionnel, par rapport à mon projet. Je comprends. Comment on gagne ou on construit la crédibilité? Parce que tu es un produit grand public, donc c'est un produit dans lequel il faut faire confiance. C'est un produit dans lequel on va transmettre des informations qui peuvent être sensibles. Comment on construit la confiance et la crédibilité autour de son offre, quand on traite ce type de données? Ouais, comme je disais tout au début, en fait, moi je suis ingénieur en cybersécurité à la base. Donc déjà, bon, j'ai cette fibre qui est sur la sécurité, des données. Donc toute cette partie-là, en fait, nous on la gère, en interne. Donc, bien sûr, toutes les données sont chiffrées, donc toutes les bonnes pratiques de sécurité sont respectées d'un point de vue conservation des données de l'entreprise. Et après derrière, la fiscalité, moi c'est pas mon métier, hein, voilà, je m'y intéresse, mais c'est pas mon métier. Donc, je travaille en partenariat avec un cabinet d'avocats fiscalistes
sur Paris, qui vérifie en fait tous les ans la conformité réglementaire de notre logiciel, vérifier qu'en fait tous les calculs sont bien conformes à ce qu'attend l'administration fiscale. Quand il y a des changements dans la loi de finances, et là il y en a eu beaucoup en 2026, donc répercuter en fait tous ces changements, aussi bien d'un point de vue règles, mais également du coup possibilités pour le client, parce qu'il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent, qui peuvent se fermer. Donc en fait, voilà, on est audité tous les ans par un cabinet d'avocats fiscalistes, et on fait également avec nos clients des sessions de questions-réponses avec notre avocat fiscaliste partenaire qui permet justement de pouvoir répondre à toutes leurs problématiques, leurs questions sur leur situation personnelle. Ça coûte combien de passer par Declared? Alors aujourd'hui, donc on a plusieurs types d'offres en fonction du type d'actif d'investissement que fait le client. Donc s'il fait juste la bourse, c'est 99 euros par année fiscale. Donc c'est-à-dire que c'est pour une déclaration sur une année donnée. Si ensuite on propose également ce qu'on appelle le dossier fiscal. Donc le dossier fiscal, c'est un justificatif complet qui est à donner aux impôts en cas de sollicitation. Ce dossier fiscal, pour ceux qui font de la bourse, on le facture 150 euros pour donc le bourse plus dossier fiscal. Et après, derrière, pour ceux qui font plusieurs types d'investissements, aujourd'hui, on couvre la bourse, les cryptoactifs et le crowdfunding, et plus le dossier fiscal. Donc ça, c'est à 199 euros, donc toujours par année fiscale. Ça reste des montants raisonnables. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand on met en rapport avec les montants qui sont gagnés par beaucoup de nos clients, en effet, c'est plutôt une somme qui est plutôt dans le bas de la fourchette, quoi. Vous proposez d'autres services autour? Alors aujourd'hui, non, on ne propose pas de services supplémentaires. C'est quelque chose qu'on pourra étudier par la suite. D'accord. Euh, bon, la période de déclaration, elle est courte. Comment tu lisses ton activité sur toute l'année euh, de façon à avoir à un moment ou à un autre des revenus qui soient un peu plus récurrents? Parce que là, t'es- dans le modèle que les investisseurs aiment bien, t'es pas récurrent mensuellement, ça c'est sûr. Oui, bah, c'est vrai que c'est une activité qui est vraiment particulière, hein, c'est très cyclique, hein, c'est très, centré sur la déclaration d'impôt. Donc la déclaration d'impôt, ça va arriver là, hein. Ça va être, alors on n'a pas les dates exactes, mais je crois que ça va être aux alentours du 9 avril jusqu'au 4 juin à peu près. C'est voilà, c'est 2 mois très très chargés pour nous, donc ça fait aussi, 80 de notre chiffre d'affaires derrière. Hem, Par la suite, il y a les impôts ont aussi ouvert une période de rectification de la déclaration, au sens où après avoir fait la déclaration principale, hein, qui se termine en fonction de votre département à une date différente, à partir de août ou septembre, les impôts rouvrent la déclaration jusque début décembre, sur lequel il est possible de faire une rectification si vous avez fait une erreur, si vous avez omis quelque chose. Et donc, pendant cette période, donc, des clients sont aussi intéressés par déclarer parce qu'ils se sont rendus compte que, en fait, ils avaient mal déclaré et donc nous sollicitent pour pouvoir justement rectifier leur déclaration. Il y a également des clients, parce qu'il y a de plus en plus de contrôles aujourd'hui, hein, par l'administration fiscale, qui s'équipent de plus en plus avec des outils d'IA, de data mining, de surveillance GPS aussi, on avait vu avec les piscines. Et donc l'administration est de plus en plus en capacité de pouvoir contrôler les personnes, elle le fait. Et il y a beaucoup de nos clients qui sont sollicités sur des années précédentes, 2023, 2024, 2022, sur les impôts qu'ils avaient déclarés et sur laquelle l'administration a des choses à redire ou du moins des informations à demander. Donc on a des clients qui viennent tout au long de l'année également, qui viennent nous demander s'il est possible de pouvoir régénérer une déclaration précédente, des années précédentes. Voilà, donc ça c'est ce qui permet de couvrir un petit peu le panel de ce qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, en effet, comme une activité cyclique, on essaye de développer aussi d'autres axes qui sont plus récurrents. Tu posais la question tout à l'heure de des personnes qu'on adressait, donc surtout particuliers, mais donc avec le B2B2C, donc les conseillers en gestion de patrimoine, les avocats fiscalistes, les experts comptables, les éditeurs logiciels, on serait sur un modèle plus récurrent, au sens où ils paieraient une licence annuelle pour pouvoir utiliser Declared par rapport à leurs besoins. Comment tu as parlé de ta chaîne YouTube. Comment aujourd'hui tu fais venir des nouveaux clients sur Declared et qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que tu as tenté auquel tu t'attendais à ce que ça fonctionne et qui a été un flop?
Ouais, bah, jusqu'à maintenant, en fait, les principalement nos clients viennent, de façon organique, principalement de la chaîne YouTube, parce que c'est un petit peu historique. Bon, bien sûr, on essaie de se développer par rapport à ça, donc l'objectif, c'est d'avoir une meilleure visibilité sur le produit, sur Declared. Donc en fait, on continue à investir sur les réseaux sociaux, donc pas que sur YouTube. On a ouvert également des comptes Instagram, TikTok et Facebook, sur lesquels on poste des vidéos très régulièrement. Et derrière, on va attaquer aussi toute la partie hem, publicité, sur, Google Search, sur Meta également, pour justement sur cette période déclaration qui arrive, être présent, sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et il y a un dernier axe également, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle le SEO, tout ce qui est référencement naturel, pour, voilà, les recherches sur les moteurs de recherche, notamment sur Google. Donc, je travaille en partenariat avec une agence marketing, qui nous aide sur ces sujets-là. D'accord. Et, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a pas marché? Alors aujourd'hui, on a plutôt une phase historique où on était vraiment sur la partie, référencement organique YouTube et on a besoin de se développer, d'avoir plus de visibilité. Donc en fait, on peut pas dire que ça n'a pas, quelque chose n'a pas encore marché parce qu'en fait, on est juste au début, en fait, de de d'augmentation de cette visibilité. Alors, si on peut donner des petits points qui fonctionnent bien, qui fonctionnent moins bien, aujourd'hui, donc le référencement naturel, bon, on le savait, hein, mais ça prend du temps sur les moteurs de recherche. Donc ça, c'est quelque chose, on n'est pas encore tout à fait visible et sur la déclaration d'impôt qui arrive, on verra comment on sera positionné. Par contre, sur les réseaux sociaux, ça a l'air de bien prendre. Donc, on fait des vidéos tous les 2 jours à peu près. Et donc, voilà, on commence à avoir une communauté qui nous suit. On parle de sujets sur la déclaration d'impôt et comment on peut aider les gens à mieux déclarer et potentiellement à optimiser un petit peu leurs impôts. Comment justement toute cette partie création de contenu, vidéo, YouTube, tu l'as structurée? C'est tout toi qui pilotes? Tu as des équipes en interne, Alors, j'ai des équipes en interne, donc j'ai une community manager qui s'occupe de gérer toute la partie contenu sur tout ce qu'on poste, sur les 4 réseaux sur lesquels on poste. Et j'ai également un monteur vidéo qui s'occupe donc du coup de la prise de vue et du montage vidéo par la suite, ce qui permet justement de pouvoir faire des formats longs, mais également des formats courts de vidéos pour pouvoir poster assez régulièrement. D'accord. Je vois, tu as 15 000 abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, comment tu l'as créée cette communauté? Qu'est-ce qui c'est uniquement les questions autour de la bourse qui ont généré, en fait, cette, adhésion? Tu as eu, c'est quoi les secrets que tu as mis en place? Ouais, bah, alors déjà, il faut savoir que c'est quand même très difficile de percer sur, D'accord. Ouais. sur YouTube. Donc, la chaîne a à peu près, je sais plus, c'était 3 ou 4 ans, donc elle était renommée, hein, Declared il y a pas si longtemps que ça, donc principalement, c'était Questions Bourse, à l'origine, où je parlais d'investissement, de bourse et donc la majorité aujourd'hui des personnes qui sont abonnées à la chaîne viennent en fait de cet univers, investissement et bourse. Aujourd'hui, on a rebrandé la chaîne Declared, pour parler plus de sujets sur la déclaration d'impôt, parce que là, on arrive vraiment sur cette partie-là. Par la suite, on continuera à parler d'investissement et de bourse et d'autres sujets également sur d'autres actifs, hein, sur les cryptos, sur l'immobilier, par la suite. Parce que les sujets sont vraiment très proches. Donc un investisseur aujourd'hui, qui va investir en actions, qui va investir en crypto, derrière, en fait, la fiscalité n'est jamais très loin et ça peut être aussi, des choix, derrière, il peut y avoir des choix qui sont induits, en fonction de la fiscalité. De quoi tu es le plus fier dans la croissance de Declared? Hem, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le fait de partir de zéro. Donc en fait, quand j'ai commencé Declared, hein, bon, OK, il y avait ce petit fichier Excel avec quelques personnes intéressées, mais on partait de rien, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir construire au fur et à mesure et de capitaliser également sur l'humain parce qu'au final, ce qui crée la vraie valeur du produit, c'est les clients qui sont derrière et les équipes aussi en interne, sur lesquelles je peux m'appuyer, les partenaires avec lesquels je travaille. Et en fait, c'est tout cet écosystème aujourd'hui sur lequel je suis le plus fier, c'est de commencer à construire sur des personnes de confiance pour continuer à aller plus haut. Tu vises l'international à quel horizon?
Alors, on va dire que ça va dépendre de si ça fonctionne très bien ou merveilleusement bien au niveau de la France. Idéalement, ça serait sous 2 à 3 ans maximum. Donc On est d'accord, hein, que c'est une problématique internationale. oui, complètement, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait en France, il y a 2 parties, hein, ce qu'on fait sur Declared. Il y a une partie, c'est on va prendre les rapports des courtiers pour extraire les bonnes informations et ça, qu'on soit en France, qu'on soit en Belgique, qu'on soit en Suisse, en Allemagne ou n'importe où, c'est la même chose. C'est les mêmes courtiers en Europe, donc c'est la même problématique. La seule chose qui diffère, c'est les règles fiscales et la génération de la déclaration qu'il faut adapter en fonction de chaque pays. Et donc du coup, le modèle est totalement réplicable, d'un pays à l'autre. D'accord. Un peu de traduction et puis c'est tout, quoi. Oui, un peu de traduction, beaucoup de fiscalité quand même et puis on peut aller international et après la vraie difficulté en fait pour aller sur l'international, c'est surtout toujours le même problème que ont toutes les entreprises, dans toutes les startups, c'est la visibilité. Donc c'est travailler beaucoup la partie communication, la partie marketing, et c'est ce qui coûte le plus cher. Est-ce que tu as déjà eu des gros moments de doute au sein de Declared? Oui, bah, à peu près tout très régulièrement, oui. Non, mais en fait, c'est comme tout, je pense, comme chaque entrepreneur, en fait, c'est un petit peu les montagnes russes, hein. Voilà, il y a des jours, en fait, on est ultra optimiste, on voit que ça va exploser et puis, quelques jours après, on se rend compte qu'en fait, il y a un gros problème, qu'il y a des trucs qui vont pas, qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues, qu'il y a des partenaires qui nous suivent pas, et donc du coup, bah, voilà, c'est toujours un petit peu le haut et le bas. Mais c'est un petit peu comme la bourse en fait. Donc la bourse, ça monte beaucoup, ça descend beaucoup, mais au final, ça va toujours vers le haut, pas en ligne droite, mais ça va toujours vers le haut. Bah, le moral d'un entrepreneur, et donc notamment du mien, c'est un peu cette image-là. Qu'est-ce que tu as mis en place comme hygiène, justement personnelle, pour te protéger de ces cycles? Bah, en fait, je suis, naturellement quelqu'un de non de pas stressé, pardon, plutôt résilient, donc j'essaye quand même de garder un petit peu d'activité sportive, mais il est vrai que je devrais travailler un petit peu moins et faire un petit peu plus de m'aérer un petit peu plus. Donc j'essaye, hein, mais c'est pas toujours facile en tant que chef d'entreprise de pouvoir, garder et le focus de l'entreprise et garder, du coup du temps pour sa vie, familiale et du temps, aussi pour son hygiène de vie. C'est un équilibre qui est quand même assez difficile à tenir. C'est quoi les sujets qui t'empêchent de dormir le soir? Hem, c'est en général, des problématiques, que je dois traiter, auxquelles je n'ai pas encore de solution, qui justement peuvent faire baisser un petit peu le moral, temporairement, mais ça dure jamais très longtemps parce que j'aime bien en fait les challenges, j'aime bien, à la base je suis ingénieur de formation, donc c'est mon métier en fait, c'est mon mindset de trouver des problématiques, de trouver des solutions à des problématiques et donc même si ça peut être un petit peu anxiogène, donc parfois le soir avant de s'endormir, derrière, il y a aussi un vrai stimulus à trouver une solution à tous ces problèmes, quoi. Qu'est-ce qui te manque le plus dans ton ancien métier d'ingénieur, en cybersécurité? Hem, Ce que j'aimais bien, en fait, c'était le fait de pouvoir, être dans une équipe beaucoup plus large. Donc aujourd'hui, je suis chef d'entreprise d'une start-up, donc je m'éclate vraiment dans ce que je fais, c'est super. Maintenant, aujourd'hui, c'est une petite équipe, même si je suis dans un écosystème, je suis accéléré dans un accélérateur de start-up, sur Paris. Donc ça me permet d'être dans un écosystème où je côtoie beaucoup de personnes. Mais le fait d'appartenir aussi à un grand groupe beaucoup plus large, avec une portée internationale. Donc ça me motivait bien aussi et c'est quelque chose que j'aimerais bien retrouver par la suite. Et du coup, à un moment ou à un autre, tu penses à adosser Declared à un autre groupe? C'est déjà des choses auxquelles tu as réfléchi, sur lesquelles on t'a contacté ou pas encore? Ouais, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est, dans ma tête, donc on verra par la suite. Pour l'instant, je préfère franchir les étapes une par une. La première, donc du coup, c'est d'être le logiciel de référence pour la déclaration d'impôt sur les investissements en France et ensuite faire la même chose à l'étranger et après on verra. Je comprends. On arrive là bientôt au terme de l'interview. Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées, que tu aurais aimé que je te pose? C'est une bonne question ça. Hem, non, comme ça là, comme tu me prends à froid, mais je non, j'en vois pas. Je vais relire mes questions aussi de mon côté, mais c'est vrai qu'il y a une question que je t'ai pas posée, mais qui mérite, c'est aujourd'hui, vous êtes rentable ou?
Alors, ouais, aujourd'hui, on réinvestit tout ce qu'on gagne, hein. Donc, au sens où, on est rentable, donc, on n'a pas eu besoin de faire de levée de fonds, privée par rapport à ça. Hem Et on a besoin de travailler la visibilité, donc qui est notre axe numéro un aujourd'hui, parce qu'on a beau avoir un produit, qui plaît aux gens, sur lequel on a de très bons retours, qui permet de résoudre un vrai besoin, derrière, il faut que les investisseurs français puissent le connaître. Donc, le marketing, la publicité, c'est des choses qui coûtent cher et aujourd'hui on réinvestit, tout ce qu'on gagne pour justement croître sur ces parties-là, quoi. Donc, aujourd'hui on est rentable, mais on ne dégage pas de bénéfices, par rapport à la société. J'ai une question là qui m'est venue. Tu nous as expliqué que tu fournissais un dossier fiscal pour justifier. Où commence et où s'arrête votre responsabilité juridiquement? Ouais, alors, déjà, quand on fait des investissements, donc quand on va déclarer sur la plateforme des impôts, en tant que particulier, on est responsable de sa déclaration. Donc ça, c'est pas nous, hein, qui le forçons, hein, c'est l'État qui a décidé que c'était comme ça. Donc de la même façon, comme je disais tout à l'heure, quand la banque, le courtier ou l'assurance va délivrer un IFU, un imprimé fiscal unique, que la plupart des gens apprennent et vont recopier directement sur le site des impôts, ils sont responsables. Donc si le courtier s'est trompé, ben, c'est le particulier qui est responsable. Pour Declared, on est dans le même cadre au sens où nous, en fait, on délivre donc un pseudo IFU sur lequel le particulier va pouvoir derrière remplir les différentes cases des impôts et donc du coup la responsabilité lui est déléguée. Maintenant, bien sûr, nous en fait, comme je disais, en fait, on revoit hein, notre logiciel tous les ans par un cabinet d'avocats fiscalistes et on aide nos clients si une erreur venait à arriver d'une partie ou d'une autre, quoi. Et donc, du coup, aujourd'hui, si je comprends bien, euh, vous portez pas de risque juridique. Alors, aujourd'hui, on n'a jamais eu de problème par rapport à ça. Donc après, bien sûr, on est couvert, hein, sur ces sujets-là. On a eu, en fait, un certain nombre de nos clients qui ont déjà, rempli leur déclaration d'impôt avec, ce qui a été généré sur Declared. L'administration fiscale a souhaité avoir d'autres informations, comme elle le fait pour d'autres clients, hein. Et derrière, avec le dossier fiscal que nous, on fournit, donc qui sert de justificatif complet auprès des impôts, donc, le client envoyait ce dossier-là, l'administration fiscale a eu toutes les réponses qu'elle souhaitait, et après, la procédure s'est arrêtée. Je comprends. Euh, Tu dirais que tu vends un outil ou tu vends plutôt une tranquillité d'esprit à tes clients? Nous, en fait, on vend de la sérénité. L'outil, c'est juste le moyen, mais en fait, ce qui est vraiment recherché par les clients, c'est la sérénité. Parce que la déclaration d'impôt, c'est pas vraiment le sujet le plus sexy. Tout le monde a plutôt envie de se débarrasser de ça plutôt qu'autre chose. Et c'est quand même relativement anxiogène pour un certain nombre de personnes. Euh, donc en fait, nous, on vend vraiment une sérénité d'esprit. On prend en fait toutes les informations de nos clients. Ils ont juste en fait à les télécharger sur la plateforme. Nous, on génère tout pour eux. Ils n'ont plus qu'à recopier sur le site des impôts et c'est terminé. Qu'est-ce qui fait que demain, il n'y a pas une intelligence artificielle qui vient remplacer Declared? Alors, aujourd'hui, il y a, une complexité énorme sur, plusieurs points, sur les différents courtiers qui existent, qui font, des rapports qui sont complètement, différents les uns les autres. Il n'y a absolument aucun standard par rapport à ça. Donc à chaque fois qu'on veut supporter un courtier, c'est forcément une intégration, manuelle et spécifique de chacun des courtiers. Aujourd'hui, on en supporte plus de 100, donc ça veut dire qu'on a travaillé, à peu près pour plus de 100 courtiers. Derrière, d'un point de vue, crypto, il faut récupérer l'ensemble des informations donc de tous les comptes pour pouvoir générer la déclaration d'impôt sur des éléments qui ne sont absolument pas standardisés. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un véritable cauchemar de pouvoir récupérer les transactions chez les courtiers de nos clients. C'est un vrai travail et derrière, je pense qu'aucune intelligence artificielle ne sera pas capable de faire du spécifique comme on le fait aujourd'hui. Donc, je suis relativement tranquille par rapport à ce sujet-là. Et sur la partie fiscalité, les intelligences artificielles qui existent aujourd'hui pour répondre à la problématique de la déclaration d'impôt ne sont pas encore au point. Nous, on va travailler sur ce sujet-là dans les années qui viennent pour justement essayer de voir si on ne peut pas intégrer un petit peu d'intelligence artificielle. Maintenant, il faut savoir qu'on est sur un domaine où 99% de réussite pour l'IA n'est pas suffisant. Nous, c'est 100% ou c'est rien. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'a pas intégré d'IA, on est purement algorithmique dans ce qu'on délivre pour nos clients.
Quand le budget et le projet de loi de finances est compliqué, c'est une bonne opportunité pour toi, en fait. Bah, disons que ça nous fait de la publicité au sens où, donc on est quand même sur des choses qui changent beaucoup, qui ont des impacts sur la déclaration d'impôt et en plus, ça met le focus sur, sur la déclaration d'impôt et sur le fait que, il vaut mieux, s'équiper avec des bons outils, plutôt que le faire soi-même. Je pense que l'ingéniosité de notre corps législatif fait que tu as un bel avenir encore pour de nombreuses années. Euh, Ouais, bah, disons qu'aujourd'hui donc, je sais pas si en France on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, on a surtout des idées pour changer la fiscalité. Donc en effet, c'est le sujet prolifique, en France. Dans l'organisation de l'entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qui dépend encore de toi et qu'est-ce que tu as déjà réussi à déléguer? Bah, l'idée, c'est que les choses dépendent de moins en moins de moi et sur lequel je puisse m'appuyer sur des équipes qui montent vraiment en compétences. Donc aujourd'hui, toute la partie, support client, la partie, donc animation de tout ce qui est client aujourd'hui est totalement délégué, une customer success manager, en interne. Sur la partie développement également, bon à la base c'est moi qui ai travaillé sur la partie, développement. Donc aujourd'hui je peux m'appuyer sur quelqu'un qui reprend le flambeau par rapport à ça et sur la partie donc, du coup, je m'appuie également sur des partenaires, hein, sur la partie donc, fiscalité, c'est pas moi qui gère, donc c'est le cabinet d'avocats fiscalistes. Pour tout ce qui est communication, donc certes, en fait, c'est moi qui passe sur les réseaux sociaux, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas moi qui vais travailler sur réaliser les vidéos, ce genre de choses. Pour toute la partie, référencement, je m'appuie sur un cabinet, donc un cabinet, marketing qui va travailler sur ces sujets-là, sur la partie relations presse, également. Donc en fait, voilà, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur des experts, dans leur domaine, qui sont bien meilleurs que moi et sur lequel, en fait, moi, je peux aussi plus travailler sur des sujets, plus de chef d'entreprise et moins sur du micromanagement. Je comprends. Euh, j'ai une question, mais elle peut paraître triviale. Pourquoi tu as lancé la boîte seule et tu t'es pas associé? En fait, j'étais plus pris par le flow des événements au sens où, j'avais voilà, c'est comme je disais, c'était par rapport à la chaîne YouTube, j'ai vu que ça marchait, donc j'avais lancé ce petit fichier Excel, ça a marché et derrière je me suis dit: «Bon, bah, OK, je passe à l'étape d'après». Mais en fait, je me suis pas forcément posé pour me dire: «OK, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un? Est-ce que c'est plus pertinent? Est-ce que» voilà, donc toutes ces questions, je me suis pas posé et en fait, je me suis laissé emporter par le flow et voilà, donc aujourd'hui, je me retrouve 3 ans après, donc avec une équipe de 5 personnes sur lequel en fait on a généré déjà plusieurs milliers de déclarations et donc voilà, Qui la sont les, question ne s'est pas posée. qui sont les personnes qui te challengent le plus aujourd'hui et qui te permettent de progresser? Alors aujourd'hui, je dirais qu'il y a plusieurs quand même typologies de personnes au sens où moi, j'aime bien en fait qu'on me challenge sur plein de sujets, donc sur un peu tout, sur pas mal de sujets sur la partie marketing. Donc voilà, moi c'est pas mon domaine de prédilection non plus. Donc et derrière en fait, il y a un certain nombre de choses que je fais où, on me dit: «Non, non, mais en fait c'est pas du tout comme ça qu'il faudrait le faire». Donc c'est plus des experts, hein, qui vont m'aiguiller sur ces sujets-là. Il y a les clients également, au sens où, l'idée, c'est de répondre aux problématiques des clients. Donc, moi, je peux partir sur une idée en disant: «Bah, voilà, c'est ça qu'ils ont besoin» et au final, je me rends compte qu'en discutant avec le client, on discute beaucoup avec nos clients, que leurs problématiques peuvent être un peu différentes et donc, voilà, moi, j'aime bien qu'on me challenge et toutes les personnes avec qui je travaille de près ou de loin, le font et ça me fait grandir et ça fait grandir la société. Je comprends. Mais et toi, en tant que dirigeant d'entreprise, tu as des mentors? Alors, aujourd'hui, donc, j'avais eu, différentes personnes avec lesquelles j'ai travaillé au début, en plus, on va dire, d'un point de vue, relation de coach, sur lequel on discutait beaucoup sur la stratégie, sur, l'optique de la société, donc, pour essayer de prendre du recul par rapport à tout ça. Donc, c'est des personnes qui ont créé des startups déjà et qui m'ont aidé, surtout au début. On va basculer dans la dernière partie de cette interview, qui est le quiz des questions un peu improbables. Est-ce que tu es prêt? Non, pas du tout, mais bon, je vais le faire quand Bon, même. bon, bah, c'est pas grave. Allez. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Tu Combien par jour? Alors, c'est plutôt par semaine, 3 par semaine. Ah, c'est raisonnable. Oui, j'essaye. Voilà. Quel est ton mot préféré?
Mon mot préféré, tu vois, je t'ai dit, j'étais pas prêt. Je réfléchis trop sur le coup. Mon mot préféré, focus. Pourquoi? Qu'est-ce qui veut dire Heu, pour toi? Parce que en fait, je l'ai accroché au-dessus de mon bureau, hein, donc c'est, il y a un cadre au-dessus de mon bureau qui est focus, parce qu'en fait, travailler être focus sur quelque chose, ça te permet d'être beaucoup plus performant et ce qui me manque le plus, outre l'argent pour développer la société, c'est mon temps et mon temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux et être focus, c'est ce qui permet justement de l'économiser le plus. Si tu pouvais, travailler avec un super-héros comme, ou un héros de film, voilà, ou un héros de bande dessinée, comme, associé et co-CEO avec toi, avec qui choisirais-tu de travailler? Superman, ce qui permet de d'aller beaucoup plus haut. D'accord. Bon, c'est une réponse assez classique, hein, voilà. D'accord, c'est vrai, j'aurais pu faire plus original alors. Alors j'aurais pu sortir Batman pour aller taper les concurrents, mais ça aurait fait un petit peu moins, C'est pas plus original. ah bon d'accord, OK. S Quelle pourrait être la mascotte de Declared? Hem, un arbre, au sens où, c'est quelque chose qui symbolise, la sérénité, qui symbolise donc, en fait, on symbolise aussi l'arbre, enfin, je sais pas si tu as déjà vu sur les réseaux sociaux, des fois l'arbre en fait, il y a des petits bourgeons, sur lesquels en fait poussent des pièces et qui symbolisent en fait le fait que, eh bien, investir, ça prend du temps, il faut faire fructifier tout ça et derrière en fait, il y a ce symbole aussi de sérénité. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaye d'apporter, la sérénité pour les investissements. Hem, Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un déjeuner d'affaires? Un déjeuner d'affaires, heu, alors là, des plats bizarres, j'en ai mangé, hein, mais en déjeuner d'affaires un peu moins. En déjeuner d'affaires, alors ça devait être en parce que dans mon métier précédent de salariat, j'ai été plusieurs fois, à Belgrade et donc du coup, il y a des spécialités, notamment de viande, là-bas, et donc du coup, il y a eu une fois, c'était, je sais pas ce que c'est, je sais toujours pas ce que c'est. Ça avait un goût bizarre, mais bon, du coup, comme je suis quelqu'un de poli, j'ai mangé avec un peu de mal, mais voilà. Donc c'était vraiment le truc le plus bizarre que j'ai pu manger. Si tu devais résumer ton année avec un emoji, lequel choisirais-tu? Le sourire, le sourire parce que, aujourd'hui, ce que je fais, je suis vraiment satisfait de le faire, donc je m'éclate dans ce que je fais. Alors comme je disais, c'est pas toujours facile, il y a des hauts et des bas, mais en très grande majorité, donc ça me donne quand même un grand sourire tous les jours et donc d'aller, donc rejoindre mes équipes pour avancer sur nos sujets, franchement ça me donne la patate. C'est quoi ta plus mauvaise habitude? De trop travailler, au sens où, comme je disais tout à l'heure, j'ai du mal quand même à garder en fait, donc une bonne hygiène de vie, donc à me dégager du temps pour aller faire du sport. Aujourd'hui, pas suffisamment, donc je travaille trop et ça j'essaye de travailler sur le sujet, d'où la notion de focus aussi. Je comprends. Allez, on va faire les 2 dernières questions, improbables. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? Alors des choses étranges, il y en a pas tant que ça dans le bureau, donc alors ce serait plutôt des souvenirs, donc c'est des donc j'aimais bien en fait quand j'étais jeune des pins, et j'avais fait une collection, alors c'est un peu paraître un peu ridicule, mais des pins de la SNCF à l'époque et donc du coup, j'ai tout un cadre avec des pins de la SNCF, mis sur une feuille en carton et donc voilà, c'est Je pense que ça peut valoir de l'argent ça. ouais Alors, peut-être, il faudrait que je regarde, hein. ouais, ouais. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aurais-tu aimé entreprendre? J'aimerais bien entreprendre dans le futur, hein. Parce que je trouve que la période qu'on vit actuellement est très intéressante, mais je suis aussi très curieux de ce qui va se passer dans le futur et j'aimerais beaucoup aller dans le futur pour justement, voir quels sont les besoins des gens et comment y répondre. J'entends. Si des auditeurs, souhaitent s'inscrire à Declared, quel est le site sur lequel ils doivent se connecter et quelle est la meilleure façon de te contacter?
Alors, pour aller sur le site, c'est simple, donc c'est declared.com, Declaraid. Vous pouvez le retrouver sur Google également. Et comment me contacter? Donc, sur le site, en bas à droite, il y a un petit widget qui permet en fait de contacter directement l'équipe. Et moi, je réponds également directement à nos clients avec la personne qui s'occupe du support. Donc, n'hésitez Bon, pas. eh ben, écoute, Sébastien, je te remercie pour ce temps passé ensemble. J'espère que cette campagne de déclaration annuelle va t'apporter de la prospérité et en tout cas va permettre à Déclarer de se développer. Et puis, bah, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de faire un deuxième épisode où tu nous raconteras comment s'est passée cette campagne. Ah bah avec grand plaisir. Merci beaucoup. Impeccable. Super. Écoute, Sébastien, à très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir.